Karine Plaza, Guillaume Hamelin, Quentin Hubert. Et Quentin, tous les trois sont du cabinet Pamine Associés, qui vont donc vous présenter la facture électronique. C'est un sujet très complexe, plein de ramifications, mais qu'ils vont essayer de vous présenter de façon claire et simple pour vous rassurer et vous dire que tout est faisable et qu'on s'occupera de tout après. Donc cap sur la facture. Cap sur la facture électronique. C'est parti, donc on va vous présenter déjà le sommaire, qui nous sommes, la présentation de la réforme, avec des termes un peu techniques, je suis désolée, on est obligé de passer par là. Et ensuite, comment se préparer à la transition, le défi pour les entreprises, et notre accompagnement possible, et bien sûr des questions-réponses. Donc qui sommes-nous? Pamine Associés, comme tout le monde le sait, un cabinet de proximité, 10 cabinets dans Seine-et-Marne et 120 collaborateurs. L'idée de fond de la réforme, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus de transmission de factures en format papier, et donc de passer une transmission en 100% numérique. Les ambitions de la réforme sont donc de simplifier la vie des entreprises, de faciliter les déclarations, en permettant par exemple le pré-remplissage de la déclaration de TVA, de lutter contre la fraude et d'améliorer la connaissance en temps réel de l'activité économique. Par exemple, si cette mesure avait été mise en place depuis le Covid-19, l'État aurait pu mieux suivre et accompagner les entreprises en difficulté, et nous par la même occasion. Alors voici le nouveau calendrier de la réforme. Donc comme vous pouvez constater, il diffère selon la taille des entreprises. Pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, l'obligation de réception et d'émission des factures électroniques débutera dès le 1er septembre 2026. Pour ce qui est des PME et des micro-entreprises, la réforme va se faire en 2 temps. Au 1er septembre 2026, réception des factures électroniques. Puis vient s'ajouter au 1er septembre 2027 l'émission des factures électroniques. Sur cette slide, on vous a fait un rappel sur l'ensemble des informations concernant les différentes tailles d'entreprises, afin que vous puissiez vous identifier sur justement le calendrier juste avant. Donc comme ça, vous pouvez voir dans quel schéma vous êtes. Alors, la facture électronique, qu'est-ce que c'est? Donc, la facture électronique, c'est une facture qui est créée, émise, reçue et archivée de manière totalement dématérialisée. Donc, par conséquent, une facture qui serait scannée en PDF pour ensuite être envoyée par mail à son client n'est pas considérée comme une facture électronique. Alors, le format préconisé en France, c'est le format FactureX. Alors, pour vous expliquer ce qu'est ce format, c'est tout simplement un PDF qui va être lisible à l'œil nu, qui va être accompagné d'un fichier XML, qui lui va pouvoir être lisible par les outils métiers, et qui va contenir l'ensemble des données qui sont inscrites sur la facture. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un logiciel de facturation qui va pouvoir être compatible avec ce type de format. Donc terminer les factures Word, les factures Excel, on ne peut plus... Voilà. Non, c'est terminé. Voilà. Bientôt, mais il faudra se mettre en conformité bien avant. Alors, il est essentiel de rappeler que la facture électronique doit garantir 3 grands principes. Donc, il y a l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité dans le temps. Donc, ces 3 grands principes, ils visent à garantir que la facture n'a pas été, elle est fiable et qu'elle n'a pas été modifiée depuis sa création jusqu'à son archivage. Il y a un certain nombre de mentions obligatoires pour la facture électronique. Avant d'en parler, je tiens à préciser que, de manière générale, quand une entreprise émet une facture, il y a déjà un certain nombre d'obligations. Toutes ces obligations, vous pouvez les retrouver directement sur ce site ici. Par exemple, quand une entreprise dans le BTP est en sous-traitance, il doit apposer la mention auto-liquidation à TVA. Ensuite, avec la réforme, il y aura un grand nombre de données obligatoires supplémentaires, environ 300 données par facture. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un logiciel
adaptés pour justement que ces données soient traitées automatiquement et que l'émission de la facture se fasse de manière correcte. En fait, avec cette partie-là, il y a le nombre de mentions que vous allez avoir sur la facture électronique. Ça va permettre de faire de l'automatisation avec l'IA, justement pour le traitement, avec quand on retrouve un terme, et ben on sait que ce terme-là, du coup, ça ira dans ce compte de charge. Et voilà, donc il va y avoir plein de choses qui vont pouvoir se passer. Et ça, donc en fait, vous avez des métiers qui sont émergents, mais qui ne sont pas trop en cabinet d'expertise comptable un petit peu aujourd'hui. Mais vous avez des data analystes, et eux, ils font le traitement de la data. Et grâce à ça, ils font des stats, plein de choses. Alors, désolé, mais là, on va rentrer dans le dur. Donc c'est un peu complexe, technique. Je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit compréhensible. Donc, la facture électronique a deux parties, ce qu'on appelle le e-invoicing. Donc là, c'est quand on émet une facture. Et le e-invoicing correspond aux opérations B2B, B2B, business to business, pour les opérations en France, au sens de la territorialité de la TVA. Vers qui vont devoir s'adresser ces factures, ce e-invoicing? On va devoir l'adresser forcément à notre client via une plateforme partenaire privée, donc une PDP, ou via le PPF, le portail public de facturation. On vous expliquera un petit peu après la différence. Et bien sûr, il faudra l'envoyer à l'administration fiscale, et ça passera par le PPF, le portail public. La fréquence des flux. Donc, aujourd'hui, quand vous avez un logiciel de facturation, donc pas pour ceux qui n'en ont pas et qui sont en Word Excel, ça s'appelle, aujourd'hui, un logiciel de facturation s'appelle un opérateur de dématérialisation ou OD. Désolé les comptables, pour nous, une OD c'est autre chose, mais ils ont choisi ce nom-là, désolé. Les logiciels de facturation vont donc adresser les factures sur les PDP ou le PPF, et ensuite, quand on passe par une plateforme privée, la plateforme privée aura donc l'obligation de transmettre au PPF dans les 24 heures. Donc si vous avez certains éditeurs qui ont choisi d'être eux-mêmes des PDP, alors il y en a qui ont déjà dû entendre PDP, plein d'informations. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que les PDP, personne n'est immatriculé, donc il n'y a aucun choix à faire aujourd'hui. On récolte les informations, mais aujourd'hui on ne prend pas de décision. On ne peut pas, parce qu'en fait elles sont tous candidats. Alors le petit schéma que vous allez tous adorer. Alors on va essayer d'être synthétique, parce que ce schéma, je suis d'accord, il est assez complet, mais c'est le schéma Y, c'est la façon dont on va transmis les flux. On vous a remis sur le côté donc, les informations concernant les OD pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond, les PDP, le PPF. Et ensuite vous avez un schéma qui... Très clair. Mais il est très clair, une fois qu'on l'a compris. Non, mais la première fois que je l'ai vu, voilà, rassurez-vous, au départ la première fois je n'ai rien compris. Et puis après j'ai regardé un petit peu et maintenant j'ai compris. Donc vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc pour que vous compreniez, je vais vous donner un exemple. Ça ne sert à rien après de donner plus de détails. J'ai pas envie de vous perdre, parce qu'il y a encore des choses à dire. Donc, admettons que Quentin soit le vendeur entreprise A et Guillaume est l'acheteur entreprise B. Ils ont chacun choisi d'avoir une plateforme privée. Donc, comment ça va se passer? Et bien, en fait, Quentin va, à l'aide de son logiciel de facturation OD, envoyer la facture sur sa PDP. Et ensuite, sa PDP va transmettre à la PDP de Guillaume, qui va donc adresser donc la facture. Et par contre, en simultané, la PDP donc de Quentin va l'adresser au PPF qui l'adresse à l'administration fiscale. Sachant que la première fois qu'on facture à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas quel PDP a choisi le client, ou s'il a pris le PPF. Donc on va d'abord aller interroger l'annuaire. L'annuaire, il se trouve au niveau du PPF. Donc la première fois, on interroge l'annuaire, l'AIFE. Tout le monde va être recensé là-dedans et ce sera des données qui seront publiques. Hein. Il n'y a rien de... Tout le monde pourra savoir chez qui est le voisin. Hein. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et puis après, si on dit, moi je prends le PPF, donc admettons là on change, Quentin a pris le PPF, Guillaume a pris le PPF, le circuit va être un petit peu plus court. Et on va se dire, mais pourquoi on choisirait une PDP privée, qui va forcément avoir un coût, plutôt qu'une plateforme publique, le portail public de facturation? Simplement parce qu'en fait, vous allez avoir un certain nombre d'informations que vous n'aurez pas avec le PPF et qu'on retrouvera dans le cycle de vie de la facture. Ça va, j'ai perdu personne? Donc, dans ce même schéma-là, pareil, hein, sur les flux, ce qu'on va
faut voir après qui s'appelle le e-reporting, ce sera le même genre de schéma, hein, en plus court. Je vous promets, je ne vous ai pas mis un deuxième schéma. Hein. Non, sur le schéma Y, excusez-moi, sur le schéma Y. Donc le cycle de vie d'une facture électronique. Donc aujourd'hui, on a des mentions qui sont obligatoires dans le schéma. En fait, tout ça c'est informatique, hein, d'accord. Donc tout ça c'est les plateformes qui vont gérer vos logiciels de facturation. Après, vous avez un petit peu la main aussi, qui va devoir donner les informations. Là, on va peut-être intervenir pour vous justement. Donc dans un premier temps, vous avez des informations, donc celles qui sont en rouge, donc c'est les informations qui vont être obligatoires. Celles qui sont obligatoires vont être proposées par le PPF, donc le portail public de facturation, ou pour ceux qui connaissent Chorus Pro, bah, c'est Chorus Pro en fait. Bon, ils vont l'améliorer, hein, mais, parce que c'est pas génial. Mais, voilà. Bah, ils ont dit récemment que c'était Chorus Pro, alors on est un peu inquiet parce que bon, voilà. Vous avez donc des statuts qui sont obligatoires, donc le statut déposé. Donc j'ai déposé ma facture sur la plateforme. Et après, la plateforme, elle doit faire des contrôles. Elle doit vérifier que vous avez bien respecté toutes les obligations concernant le format de cette facture. Donc tout ce qui est obligatoire. S'il manque une mention, qu'est-ce qui se passe? Elle va être rejetée par la plateforme. Et donc retour à l'envoyeur. Et là, vous avez l'info de ce qui ne va pas. Vous corrigez et vous renvoyez. Ensuite, vous avez la partie refusée. Donc là, refuser, bah, votre client n'est pas d'accord avec ce que vous lui avez facturé, donc il refuse votre facture. Et quand vous êtes avec le PPF, si votre client il avait juste refusé une partie de la facture, eh ben, voilà, que partiellement. Quoi. Là, vous êtes obligé de refuser la facture en entier. Et ensuite, le statut encaissé. Donc pourquoi on a ce statut-là? Bah, parce qu'en fait, comme disait tout à l'heure Guillaume, ils vont à terme remplir les déclarations de TVA en automatique. Et donc les mentions qui sont en bleu sont des mentions qui vont être proposées donc, par les PDP, y compris celles qui sont en violet. Parce que les PDP, donc, qui vont être donc, du privé, donc qui aura un coût. Après ça dépend, il y en a qui sont PDP mais qui font aussi d'autres fonctions, donc qui ne vont pas faire payer à leurs clients. Et vous avez donc des fonctions, des informations qui vont être plus larges. La mise à disposition de la facture, donc l'acheteur il est au courant qu'il y a une facture qui est arrivée. Il y a aussi prise en charge, approuvé partiellement. Donc c'est là où vous dites, ah bah, il l'approuve partiellement, donc bah, du coup il y a peut-être un avoir. Peut-être que si je lui fais un avoir, il va me payer la facture. Et donc ça, ces informations-là, on ne les aura que par les PDP. Et ensuite, vous avez les informations, donc paiement transmis. Et puis quand vous avez des litiges aussi, vous pourrez avoir ces informations. Ça va là, je ne vous ai pas trop perdu? Donc ça c'est important, hein. C'est les deux schémas qui étaient super importants, le schéma en Y et le cycle de vie. Ensuite, le e-reporting. Donc la première partie, c'était donc le e-invoicing, le B2B, avec la TVA en France. Maintenant, le e-reporting, quand vous facturez en B2B, donc business to business, à l'international, ou à des structures type associations qui ne sont pas soumises à TVA, on fait ce qu'on appelle du e-reporting. Et y compris quand vous vendez à des particuliers. Donc c'est quoi le e-reporting? En fait, le e-reporting, alors ils aiment bien les termes anglo-saxons, c'est un peu... voilà. Le e-reporting, c'est simplement une transmission de données où vous avez un récapitulatif de tout ce que vous avez vendu ou encaissé dans la journée. Donc en fait, vous vendez à du particulier. Donc là, Quentin vend à Guillaume qui est un particulier. Et bien en fait, il va envoyer l'information directement à l'administration fiscale via le PPF. Il va transmettre l'information comme quoi il a vendu... je sais pas, 3 paires de chaussettes à Guillaume et qui lui a vendu pour 50 €. C'est cher la paire de chaussettes. Voilà, donc il y aura toutes ces informations-là. Et pour le B2B international, quand vous vendez donc, à une société étrangère, eh ben, on n'enverra pas la facture aux impôts, on enverra juste les données de la facture. Et normalement, pour vous, c'est transparent. C'est-à-dire que vos logiciels vont vous permettre de faire ça de façon naturelle, on va dire. Donc pas de Word et pas d'Excel. On vous a rajouté le petit tableau avec les obligations du e-reporting. Tout à l'heure, je vous ai dit que le e-invoicing, c'était à transmettre tout de suite. Le e-reporting, ça va dépendre de votre régime de TVA. Vous avez le régime mensuel, donc avec des obligations de dépôt. Donc quand on est en TVA mensuel, eh ben, on va devoir envoyer les informations tous les 10 jours. Donc, normalement, je pense que ça va être automatique. On n'a pas encore toutes les infos, on verra bien. Et ensuite, les transmissions de données de paiement, là, c'est plutôt mensuel. Ensuite, vous avez ceux qui sont en TVA trimestrielle, et donc là, ils vont envoyer ça tous les mois.
Ceux qui sont en régime simplifié, donc les CA12, pareil, mensuel. Et attention, ceux qui sont en franchise en base de TVA. Donc là, c'est bimestriel. Et là, attention, les micro-entreprises sont concernées par la réforme. Donc, il ne faut pas croire qu'on est en dehors de la réforme, on est complètement dedans. C'est juste que, comme on n'a pas atteint les seuils, on n'est pas soumis à la TVA. Donc, voilà. Le défi pour les entreprises serait donc d'adapter ces outils et ces équipements informatiques, de former ces équipes et de s'assurer de la conformité et du respect du cadre légal. Afin de se préparer à la transition, vous pouvez d'ores et déjà en interne faire un audit de votre système d'information, nettoyer et mettre à jour votre base de données, par exemple en supprimant les clients qui seraient en doublon, mettre vos factures en conformité, mettre à jour votre solution au système de gestion et choisir une plateforme de dématérialisation. Quand je dis choisir, c'est plutôt se préparer au choix de. Parce que comme Karine l'a mentionné tout à l'heure, pour l'instant il n'y a que des candidats. La candidature de ces partenaires n'étant pas été validée, il n'est pas judicieux de prendre un contrat pour quelque chose qui peut-être dans 6 mois sera refusé. Donc vraiment attendre que les candidatures aient été acceptées. Je rajouterais juste un truc sur le nettoyage de la base de données. Quand on parle de mise à jour, quand vous avez des clients professionnels, il faut avoir leur numéro de TVA. Donc il faut recenser tous les numéros de TVA de vos clients professionnels. C'est très important. Parce que c'est l'information qui va être indispensable. Karine, moi je suis client, une boîte, je vais faire un audit de système d'information, nettoyer et mettre à jour la base de données, tout ça c'est un cauchemar pour moi, comment je fais? On demande à son comptable, on ne demande à panier associé. Justement, on y vient. Notre accompagnement pour bien vivre la réforme, nous pouvons vous proposer un bilan digital, c'est-à-dire examiner vos systèmes actuels et vous faire des recommandations personnalisées, identifier vos besoins, et dans l'accompagnement, vous aider au choix du logiciel de facturation et ou de caisse, qui serait conforme à la facture électronique, vous aider à son paramétrage, vous former sur l'outil et vous proposer une assistance technique si nécessaire. Donc on insiste, hein. Le logiciel de facturation, c'est indispensable et on n'attend pas septembre 2026 pour se mettre en conformité. On anticipe. Déjà, il faut savoir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous vous situez tout au 1er septembre 2026 ou est-ce que vous vous situez au 1er septembre 2027 ? Donc là, il faut absolument, on en a parlé Étienne, il faut absolument que nos clients soient tous conformes. Et qu'on connaisse, nous, les outils. Les logiciels de facturation de nos clients. Donc on invite tout le monde à poser la question pour savoir. Il y a des logiciels qui sont, on sait d'office qui vont être conformes, hein. Vous avez des grands éditeurs, hein. Là il n'y a pas de souci, mais vous avez d'autres petits éditeurs, on n'a pas forcément l'information. Ou alors ils vous disent qu'ils vont être conformes, mais ils le disent, ils ne sont pas encore. Hein. Alors ils se disent on a le temps, on a 2 ans. Mais peut-être pas.